ville de Kochi est située au sud de l'île de Shikoku. Et la spécialité locale est un plat de thon légèrement grillé. Rien à voir avec le château, me direz-vous. Pas tout à fait, mais nous verrons ça plus tard. Nous franchissons la haute porte qui en marque l'entrée en compagnie d'un groupe d'écoliers, venus comme nous découvrir le patrimoine historique de la ville. Et le château vaut largement le déplacement. De larges volets de marche irrégulières nous propulsent d'enceinte en enceinte. Autour de nous, les murs de pierre sont percés de larges gouttières. Une nécessité, car ici, le climat semi-tropical est propice à la pluie, et les typhons ne sont pas rares. Un dernier passage couvert et nous voilà au pied du donjon, à quelques mètres de la salle où le daimyo tenait audience. Vous vous rappelez l'histoire des thons? Eh bien, regardez ces décorations, emblèmes de la ville. Elles symbolisent justement la mer et les poissons. Le château de Kochi est étonnant de contraste. En automne, son parc se pare de rouge, une explosion de couleurs qui vient renforcer l'éclat blanc des murs du donjon. Et avec le printemps et les sakuras, il semble s'harmoniser avec l'esprit de fête de l'Anami. Attention, Anpanam est dans la place. Tram ou train, ambiance colorée garantie à bord. Les rames du Anpanman train sont entièrement décorées, de l'extérieur au plafond, aux couleurs de ce personnage de dessins animés. Un petit bonhomme qui fait, depuis plus de 25 ans, le bonheur des enfants japonais. Ce super gentil dont la tête est un petit pain aux haricots combat Bakiman, le chef des microbes. Et il n'hésite pas, lorsqu'il croise une personne ayant faim, à sacrifier une partie de sa tête. Autour de lui gravite toute une ribambelle de personnages appétissants, comme Melompana, Mademoiselle Beignet de Melon. Et si la folie Anpadnam s'est emparée des trains sillonnant l'île de Shikoku, que Takashi Yanase, son créateur, soit originaire de l'île, n'y est certainement pas pour rien. Mais le petit bonhomme ne se contente pas des trains, il est aussi un véritable champion du merchandising. Avec le printemps, les sakuras, les cerisiers d'ornement japonais, fleurissent. Vient alors le hanami, littéralement regarder les fleurs. Cette coutume traditionnelle japonaise, vieille de plusieurs siècles, vise à apprécier la beauté des fleurs et tout particulièrement celle des cerisiers. Il est dit que très vite, les poètes s'emparèrent de la coutume, voyant dans la fleur de cerisier, fleur qui ne fane pas mais disparaît, emportée par le vent, comme une image métaphorique de la vie. Tout n'est que passager, éphémère, et il suffit d'un simple souffle pour que cette beauté immaculée s'évanouisse. Une floraison qui s'achève bien souvent par de grandioses pluies de pétales. Dans les rafales, les fleurs disparaissent, l'atmosphère devient presque neigeuse, et lorsque le vent retombe, il laisse derrière lui un tapis blanc.
Un moment unique. Aujourd'hui, au Japon, l'anami se résume souvent à de longs pique-niques sous les branches en fleurs. Installés sur de grandes bâches, le plus souvent bleues, jeunes et moins jeunes, se réunissent pour boire et manger dans une ambiance largement décontractée. Hier le saké, de nos jours bien plus souvent la bière, la consommation d'alcool remonte aux origines de la coutume. À l'époque, la floraison des sakuras marquait le début de la période de plantation du riz, et l'on faisait alors offrande aux dieux en partageant le saké. Chaque cerisier en fleurs aura son groupe de fidèles pour s'installer sous ses frondaisons. Dans les parcs et jardins, avec une organisation très japonaise, les pelouses disparaissent alors sous les bâches. Mais au-delà, le hanami est aussi l'occasion de se réunir pour partager ou festoyer en jouant de la musique. C'est aussi l'occasion de revenir aux sources de la coutume, consistant à regarder les fleurs, avec cependant une approche un peu moderne. Normal, les fleurs de cerisier sont très photogéniques. À Matsuyama, le château s'élève sur une colline verdoyante au cœur de la cité. Une belle grimpette en perspective, à moins que... Eh oui, la ville a installé un petit téléphérique et, pour les adeptes du grand air, un télésiège. Le chemin menant au donjon serpente encore un peu entre les murs de pierre avant d'aboutir à une vaste esplanade dominant la ville. Tout au bout de ce vaste espace où se presse la foule des visiteurs, le donjon émerge de la blancheur des fleurs de cerisier. À Matsuyama, la dernière enceinte et le donjon ont été superbement restaurés. Les toits de tuiles grisées aux jointures blanches, les murs de pierre claire, les parements de bois foncé ou les portes ouvragées de fer forgé, tout ici nous renvoie un peu plus au temps des samouraïs. Arrivé au dernier niveau du donjon, où le bois règne en maître, on peut s'offrir une petite pause en admirant l'extraordinaire paysage de cette immense vallée dévoilée. Le château est aussi un véritable lieu d'harmonie. Le blanc des murs répond à celui des fleurs et le contraste de la végétation crée de magnifiques perspectives. Avec le printemps et l'anami, il n'y a pas que les cerisiers que l'on voit fleurir. Dans les rues, au moment des matsuri, ou le long des allées des parcs et jardins, apparaît une ribambelle de stands colorés. Pour l'essentiel, ils offrent aux promeneurs la possibilité de se restaurer. Mais la période étant aussi plus généralement dédiée à la fête,
On peut y trouver toutes sortes de masques ou de ballons à destination des plus petits. Au-delà des spécialités locales, on retrouve donc toute une série de mets incontournables. Certains vendeurs d'ailleurs suivent la floraison des cerisiers à travers le pays, allant poser leur étal de ville en ville au gré des fêtes saisonnières. Ainsi, avant d'aller s'installer sous les branches fleuries, on peut facilement faire provision de toutes sortes de brochettes, de parts d'okonomiyaki ou de beignets de poulpe. Bon appétit! Un petit quart d'heure de tram nous emmène à l'est de Matsuyama, au Dogo Park. Ici s'élevait le château de Yozuki, cœur de la ville jusqu'au XVIe siècle. Aujourd'hui, le lieu est devenu un parc arboré et un des premiers sites en ville pour fêter l'Anami. Dès les premiers jours du printemps, les vendeurs ambulants posent leurs échoppes dans les allées extérieures du parc. Les allées intérieures et celles bordant les petits canaux qui traversent l'espace semblent plus calmes. Juste une impression, car le moindre espace sous les cerisiers est occupé, colonisé par des groupes. Il y a ceux des personnes âgées, très organisées, qui s'installent pour la journée avec force provision. Ceux de salariman venus profiter de l'endroit durant leur pause déjeuner, ou bien encore de petits groupes de collégiens qui se posent le temps d'une glace sous les arbres en fleurs. Des marches et encore des marches. Des murs de pierre, vertigineux, surplombés de tours. Des tours surplombant d'immenses douves. Le tout ceinturé de longs murs d'enceinte. Des passages couverts et protégés. Kumamoto mérite largement sa réputation de château imprenable. Au pied du donjon trône un immense ginkgo. L'arbre aux feuilles en forme d'éventail a survécu à l'incendie. Étonnant, car la plupart des bâtiments furent eux réduits en cendres. Autour de l'arbre, c'est la foire à la photo. L'immense esplanade est hantée de personnages folkloriques. Allez donc résister à l'envie de vous faire tirer le portrait en compagnie d'un samouraï ou d'une geisha. Difficile aussi de ne pas s'imaginer en daimyo, en foulant les allées du palace. Et voilà pour un court instant, maître des lieux, de ces tatamis et de ces décorations.
Si vous avez un peu d'encens chez vous, c'est le moment d'en allumer pour profiter d'une véritable expérience en odorama. Au Japon, on retrouve l'encens à la fois dans la tradition et les cérémonies bouddhistes et shintoïstes. Car jusqu'à la moitié du XIXe siècle, les deux religions n'en faisaient pratiquement qu'une seule. Pour en revenir à l'encens, il a finalement deux grands usages. Il est d'abord utilisé pour ses valeurs purificatrices et les vertus thérapeutiques de sa fumée. Les samouraïs eux-mêmes l'utilisaient pour parfumer leur armure et ainsi lui conférer comme une aura d'invincibilité. L'encens est aussi intimement lié au culte des ancêtres. Lors des cérémonies bouddhistes pour un décès, il est d'usage d'en faire brûler. Après avoir allumé son bâtonnet et l'avoir posé devant l'autel des ancêtres, le Butsudan, on peut se recueillir. Au-delà de ces deux usages liés à la religion, l'encens a aussi sa voix, le kodo, littéralement la voix de l'encens. Très codifiée, la cérémonie a pour objectif d'élever l'esprit et de favoriser la méditation grâce aux senteurs de l'écorce. Situé au sud de Kyoto, Fushimi Inari est un sanctuaire shinto dédié au kami Inari, protecteur du riz et par extension de la richesse. Et c'est pour ça que l'on y trouve de si nombreux torii. Tous sont en effet des dons. Particuliers, marchands et entreprises financent ces édifices pour s'attirer les bonnes grâces du kami. Sur les pliés sont d'ailleurs inscrits le nom des donateurs. Quoi qu'il en soit, le site est avant tout un sanctuaire. En bas se trouvent les plus grands des temples, puis viennent les allées de torii, qui s'étendent sur toute la montée, entrecoupées de temps à autre par des paliers, où l'on découvre des plus petits temples. Arrivé au sommet, à plus de 233 mètres d'altitude, vous pourrez faire une dernière prière et prendre alors le chemin de la descente. On dit souvent de l'île d'Odaiba qu'elle est l'île du divertissement de Tokyo. On devrait d'ailleurs plutôt parler de la presqu'île, puisqu'elle est rattachée au continent, entre autres, par le Rainbow Bridge. Pour y accéder, rien de plus simple. Il suffit de sauter dans le métro automatique de la Yurikamone Line et le tour est joué. Une large vitre très prisée des touristes au début de la rame permet de découvrir la ville sous un autre jour. Le simple aller-retour est déjà une attraction. Sur l'île, on trouve de nombreux restaurants, des bains chauds, onsen, des centres commerciaux, une grande roue et même une reproduction de la Statue de la Liberté. Enfin, de quoi largement s'occuper. C'est aussi à Odaiba que le célèbre robot Gundam, héros d'une série d'animation, a pris sa retraite et protège la baie de Tokyo.
Après une promenade le long d'Aqua City, où les jongleurs ont un public nombreux, les plus aventureux pourront même aller tremper les pieds dans l'eau de la baie de Tokyo, histoire de finir la soirée devant les lumières changeantes du Rainbow Bridge. Au pays de Sega et du karaoké, ce ne sont pas les divertissements qui manquent. Et si nous allions faire un petit tour du côté des Game Center? Souvent sur plusieurs niveaux, ces immenses salles de jeux vidéo sont un pêle-mêle de jeux de tir, de conduite, de danse, d'arcades en tout genre, de machines à tirettes remplies de peluches ou surprises ou tablettes de chocolat. Saluons la star de ces salles, Taiko no Tatsujin, est un must des jeux de percussion où pour 100 yens, les joueurs s'évertuent à suivre une rythmique dans un duel à coups de baguette. Suée garantie. En matière de divertissement, difficile de ne pas dire un petit mot sur le plus populaire des jeux au Japon, cet hybride entre le flipper et le bandit manchot nommé Pachinko. Sega Club ou autres Taito Game Station drainent un nombre considérable de visiteurs. Et si vous n'y êtes pas attiré par le bruit et les lumières, c'est peut-être l'accueil de Sonic qui vous poussera à aller y faire une partie ou deux.